Salut Salut. et fraternité, Jean-Pierre. Quel mois, hein. Quel mois. Alors, tu me demanderas certainement si je vais bien. Donc, oui. je réponds tout de suite. Je vais très bien dès lors qu'il s'agit de me payer la tête des hommes politiques voilà, et actuels. Dieu sait qu'on ne manque pas de tête. Voilà. Hein. Donc, je disais, ils nous prennent assez pour des cons. Ben, en retour, tu me moi, diras, avec nos hommes politiques, il y a la tête, mais il y a la tête, mais il y a le cul aussi. Oui, aussi. La prose de Le Maire ne t'a pas échappé. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Enfin, voilà. ça me Autrefois, c'était la tête et les jambes. Voilà, maintenant, c'est la tête et le cul. Oui, bon. oui. Alors, quel est le programme, cher Jean-Pierre ? Le programme, donc je voudrais dire deux mots suite à des coups de fil que j'ai eu d'auteurs. Oui, parce que la dernière fois, on a parlé de ce qui se passe dans l'univers théâtral. Et que j'en disais pas assez sur tout ce qu'en font les metteurs en scène, tout ça. Bon, je réponds aux auteurs. Donc, effectivement, je parlais l'autre jour de l'imbécilité, de toutes ces mises en scène. J'avais donné un exemple sur Don Juan, d'un metteur en scène qui s'appelle Bobet. Alors, pourquoi on a ça aujourd'hui ? Ça fait 30-40 ans que ça dure. C'est surtout Jack Lang qui a lancé ça. On a une caste de metteurs en scène qui s'est installée dans le théâtre public, bien sûr, essentiellement, puisque c'est là que coulent des flots de subventions importantes. Oui, l'un des périls du théâtre, c'est la subventionnite. Hein. Voilà, la subventionnite. Alors, tous ces metteurs en scène se sont engouffrés dans cette brèche. Et qui étaient leurs principaux rivaux ? C'était les auteurs vivants. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé au fur et à mesure dans les programmations ? Alors, on trouvait soit les auteurs morts, ils s'en fichent complètement. Pas de concurrence. Le répertoire, ils ne vont pas leur concurrencer quoi que ce soit. Et puis alors, sinon, on monte n'importe quel texte. Alors voilà, vous avez... Oui, le texte devient, si j'ai bien compris, devient prétexte à subvention. Voilà, un prétexte, un matériau. Un matériau subventionné, voilà, oui. Il faut être bien avec les autorités dispensatrices. Le fameux Vitesse qui avait lancé ça en disant que tout pouvait être mis sur scène, tout pouvait être au théâtre. Alors donc on trouvait uniquement soit des revisitations de classiques, comme j'ai lu la dernière fois, avec ce fameux Don Juan qui avait l'air complètement inepte. Alors il revisitait Shakespeare, Molière, etc. Alors il te mettait ça dans un état comme on a vu. Ça continue à l'opéra. Alors l'opéra, c'est incroyable. C'est quelque chose d'incroyable aussi. Et puis ce qu'on a appelé le tout adaptable, c'est-à-dire qu'on prend n'importe quel texte, mais pas un texte d'auteur. On peut prendre le bottin téléphonique, bien qu'il n'existe plus. On peut prendre des publicités. On a eu de tout. On a eu des enregistrements d'un procès correctionnel, tu vois, un conseil de classe. Oui. Non, mais il faut comprendre que le théâtre est devenu une industrie à subvention. Oui, voilà. Enfin le public, théâtre public. Oui. Le théâtre public, bien évidemment. Le théâtre privé, c'est un autre problème. Le théâtre privé, c'est on autre n'a chose. pas le temps, là, parce que sinon on y passe l'heure. Ouais. Mais on ira faire un tour à Avignon. Je crois que ça vaudrait quand même le coup d'aller faire un tour à Avignon quand il y aura le festival. Oui. Pour voir un peu. On ira grimer, parce que sinon on avait parlé la gueule l'autre jour. Mais je crois qu'il faudra faire une émission rien que sur ça, parce qu'il y a une censure au théâtre. C'est épouvantable. Oui. Donc, il y a des intérêts financiers. Le tout adaptable aujourd'hui, alors il n'y a que ça, des adaptations. On prend n'importe quel texte, mais qui n'est pas dramatique, forcément. On va monter Bouvard et Pécuchet, on va monter les textes les moins dramatiques possibles, ou alors des débris. Alors on prend plusieurs textes, ils te mixent ça, enfin. C'est de la mise en scène. Le théâtre n'est que de la mise en scène. Voilà, donc j'espère que j'ai un peu précisé. Mais on en reparlera. Moi, je serais assez partisan qu'on aille faire un tour à Avignon, si on peut. D'abord parce que ça concerne la culture européenne. Alors il s'est une créé ville de la culture européenne. Une petite caste d'auteurs, grâce aux EAT, mais là aussi ce serait long d'en parler. Il s'est créé une petite caste d'auteurs, mais qui finalement se sont moulés sur ces metteurs en scène, sur leur état d'esprit. Allez, on attaque politiquement correct, etc. Alors donc l'absurdité du mois, j'ai tout de suite pensé à ce président qu'on a vu à l'Arc de Triomphe il y a quelque temps. C'était pour le 8 mai, oui. Il venait sur la tombe du soldat inconnu. Et alors, c'était extraordinaire. Il était tout seul, il n'y avait personne. C'est ça, oui. Il y avait un sentiment de solitude, d'isolement qui était vraiment angoissant. Voilà, presque, angoissant. Oui. Il était tout seul au milieu de cette immense place. Et il y avait quand même pas mal de policiers.
Ou sûrement. Je crois qu'ils n'étaient pas filmés, ils les avaient cachés. Sauf erreur de ma part, il y en avait près de 400 qui étaient sur les Champs-Élysées, je crois peut-être plus même. Hein. En tout cas, tout était fait pour éloigner le peuple. Tout à fait. Alors, avec ce souci donc, des casserolades, la peur de ces casserolades ou d'être vu, etc., donc le public avait été refoulé très loin et donc il était tout seul, là, au milieu. Alors, j'avais trouvé sur ces fameuses casserolades, j'ai trouvé une désignation par l'administration publique. Ces casserolades ont été désignées comme des rassemblements festifs à caractère musical. C'est joli, ça. Ouais. Rassemblements festifs à caractère musical. Oui, ils ont un certain don pour trouver des mots qui n'ont plus aucun sens. Oui, voilà. Enfin, on est dans la novlangue. C'est la novlangue la plus complète. Absolument, mais tout ça est fait quand même pour attenter aux libertés. Hein. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que le roi est nu. Le roi est seul. Maintenant, quand Macron se rend quelque part, soit il a la solitude sonore des casseroles, soit s'il n'y a pas de casserole, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de casserole, il n'y a plus rien. Sur les Champs-Élysées, il y avait un périmètre de sécurité de 200 mètres. Tu vois, 200 mètres. Le peuple complètement mis à l'écart. Alors ça veut dire quoi, un président de la République qui est aussi dédaigné par le peuple, boudé par le peuple, et qui finalement il le rejette, rejette le peuple. Mais lui aussi rejette le peuple. Oui, voilà. Il y a un rejet réciproque, je crois. Rejet réciproque. Et tu sais, quand la plèbe à Rome s'était retirée sur l'Aventin, parce qu'ils en avaient complètement... La cessio plebis. Ils en avaient assez Et donc, oui, on a parlé de sécession plébis, sécession du peuple. Ils sont partis carrément, ils sont allés sur l'Aventin, et les malheureux sénateurs se sont retrouvés tout seuls, sans peuple. Ça avait donné les tribuns du peuple. Voilà, mais ils ont au moins eu l'intelligence de tenir compte de ça et de réformer leur système. Alors que lui, il réforme rien du tout. Il n'y a pas de tribun du peuple. Et il n'y a pas de tribun du peuple. Ce qui est extraordinaire, sur quoi quand même il faut insister, c'est que au même moment où on découvre un président de la République qui remonte les Champs-Élysées dans le vide absolu, on obligera maintenant les maires à accrocher le portrait de Macron. C'est-à-dire que quand au moment où plus personne, où on ne peut plus le voir, non mais l'inconscient est extraordinaire, on ne peut plus le voir, on ne peut plus le voir au sens propre et au sens figuré, et lui il impose à ce qu'on le voit. Je m'excuse de la formulation, mais absolument. Voilà, il faut le. Alors bon, tu me diras comme en général le portrait est dans le dos du maire, le maire montre son cul au portrait. Bon, c'est pas très grave. Donc, mais je trouve quand même que c'est extraordinaire qu'on en soit là, quoi. C'est du Ceausescu, quoi. C'est l'absurdité. On est dans l'absurdité. Alors, il y a un vieil homme de 75 ans, âge respectable. Pour moi, c'est encore un jeune homme, hein, qui avait utilisé une pancarte. Je ne sais plus ce qu'il avait marqué, mais enfin, un propos hostile à Macron. Mais il a été poursuivi en correctionnel. Et on lui a infligé un travail d'intérêt général. Mais où on est là. C'est incroyable. Oui, mais cette manie maintenant dans des actions judiciaires à tort et à travers, c'est incroyable. Non, et puis ce qui est quand même grave, c'est que la répression est de plus en plus présente, quoi. Tu sais, il y a un article du Financial Times qui est vachement intéressant, dans lequel le journaliste a trouvé une expression que j'aurais bien aimé trouver, parce qu'elle est très intelligente. Il parle de dictature élective. Oui. Alors, on est dans une dictature, mais comme il y a des élections qui correspondent à rien, on peut dire, 5 ans, il y a une élection. On allait donner un petit peu, mais il y a une telle pression médiatique, un tel endoctrinement, que finalement ces élections tous les 5 ans sont à chaque fois. Alors tu parlais tout à l'heure du dispositif sonore, là, mais tu sais que il y a un préfet qui a interdit l'utilisation l'usage des casseroles en prenant un arrêté interdisant, écoutez bien, les dispositifs sonores amplificateurs de son. Ah oui, aussi. Alors la justice quand même a suspendu l'arrêté. Dispositif sonore amplificateur de son. Alors, incroyable. Bon, ça a été interdit bien sûr, mais enfin l'arrêté a été interdit.
C'est pas le dispositif sonore qui a été interdit. Mais est-ce qu'on peut qualifier une casserole de dispositif sonore amplificateur de son? Oui, c'est comme le rassemblement festif. Non, mais je trouve qu'on ne sait plus comment faire pour prendre cette réalité qui est entre le tragique et le comique, finalement. Hein. Ce qui est terrible, c'est que ces gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Il y a des moments, ce sont quand même des gens qui ont des responsabilités importantes. Et qui se conduisent comme des idiots. Mais ils se conduisent comme des idiots absolus, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et moi, je pense qu'ils contribuent à exaspérer un peu plus le peuple. Tout à fait, oui. Pour dire à quel point le pouvoir peut corrompre et avilir les gens. Le pouvoir, l'exercice du pouvoir rend compte. Oui, tout à fait. Parce que tu sais, il doit y avoir une espèce d'asphyxie du moi. Oui. Pas du moi comme nous le vivons, nous, dans ces émissions, hein, de l'ego, quoi. Oui. Ces gens s'imaginent que finalement, ils sont dans une espèce d'ivresse du pouvoir. Quoi. Ils ne se rendent plus compte, et c'est très, très dangereux. Hein. Oui, c'est ce que le bon peuple appelle avoir la grosse tête. Hein. Oui, oui, c'est ça, voilà. Oui, ils ont la grosse tête. Mais un des effets de la grosse tête, c'est qu'elle empêche les neurones de fonctionner. Tout à fait. Voilà. Oui, exactement. Elle les étouffe. Elle les écrase. Donc, alors, l'Eurovision, après, comme événement du mois. Alors, l'événement du mois, c'est oui. Là, quand même, ça a été un moment. C'est une Canadienne. Oui. Parce qu'il n'y a pas de Français pour représenter la France à l'Eurovision. C'est ce qui est terrible. Oui, cette Eurovision qui était à l'origine un palmarès, là aussi, enfin, un concours de chansons de tous les pays d'Europe. Hein. Les pays se retrouvent représentés par d'autres pays. Enfin, c'est complètement... Bon, le Canada, c'est un peu la France. Hein. Le Canada, oui. Mais vive le Québec libre. Elle est marocaine-canadienne. Oui, d'accord. Mais peu importe la nationalité. Oui, quand on concourt à l'Eurovision, pour la France, ça serait bien qu'on soit français. Tout à fait. Comme quand on concourt pour l'Italie, c'est quand même un Italien ou une Italienne, un Espagnol ou une Espagnole, et ainsi de suite. On ne parle plus d'une Eurovision entre pays. Non, ça ne veut plus rien dire. Absurde, oui, voilà. Mais alors il paraît qu'on fait exprès de perdre. Ah bon. Oui, tu sais pourquoi ? Non. Parce que le pays qui gagne l'Eurovision est obligé de l'organiser, paraît-il. Et que ça coûte très cher et qu'on n'aurait plus les moyens d'organiser l'Eurovision. Ben, on s'en fout, on a les Jeux Olympiques. Hein. Tout à fait. Ils peuvent briguer la 2e place aussi, dans ce cas, au moins. Ouais, mais enfin, ça fait combien de temps qu'on n'a plus obtenu le prix de l'Eurovision ? 20 ou 30 ans. Oh, facilement, sinon 40. Hein. On va remonter à Alain Barrière. Plus personne ne sait qui c'est, mais on n'arrive même plus à décrocher des petits prix comme ça. Oui, c'est vrai. Non, on va continuer, sinon on va remonter à Edith Piaf. Alors il paraît aussi que... Ah oui, mais Edith Piaf, c'était autre chose, attention. Ne touche pas Edith Piaf. Hein. Mais il paraît qu'elle a fait un geste aussi, une sorte de doigt d'honneur. Oui, c'est l'élégance et la classe française qui se sont distinguées aussi, parce que alors on a beaucoup glosé sur un geste qu'elle a fait. Alors certains disent que c'est un doigt d'honneur, mais elle a dit que c'était un geste de déception qui porterait au Maroc, je crois, le nom de Toz. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Alors c'est un geste de déception. Alors tu sais à qui il faut s'adresser pour savoir. Non. Tu connais pas le spécialiste ? Non, pas du tout. Ah ben non, on a au gouvernement quelqu'un qui est. On a un spécialiste de l'anus, mais on en a un autre qui est un grand spécialiste du doigt d'honneur, du bras d'honneur. C'est Dupond-Moretti. Oui. Alors, comme il y a quand même débat là-dessus. A-t-elle voulu faire un doigt d'honneur ou a-t-elle voulu faire un doigt de déception ? Tout cela ne tient qu'à un doigt. Il faudrait demander à Dupond-Moretti, qui est un homme de doigté, ce qu'il en pense. Quoi, voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il a été questionné ? Je sais pas. Non, je ne crois pas. Non, il s'est fait discret. Alors en plus, il y a un autre épisode aussi de grande élégance, parce qu'elle serait partie un peu trop tôt, elle n'aurait pas attendu la fin du concours, alors il paraît qu'elle a déclaré qu'elle avait la vessie trop petite. Voilà, c'était l'argument. C'était très élégant. C'est-à-dire que ça donne un côté très... très poétique. Hein, oui, tout à fait. Oui, enfin voilà. Bon. Donc, mais on ne peut que la plaindre. Mais dans un pays comme la France qui prend les vessies pour des lanternes, voilà, et les
bon, je ne vais pas épiloguer parce que je vais sombrer dans des propos qui me seront reprochés. Mais bon, ayons pitié de sa vessie. C'était finalement un peu sinistre tout ça. Mais quand même, qu'est-ce que c'est moche. Parce que tout fout le camp, quoi, franchement. Non, il faut préciser que l'an dernier... Et puis il y a une vulgarité aussi. Oui, vulgarité, bien sûr. L'an dernier, comme par hasard, quel est le pays qui a remporté l'Eurovision? C'est l'Ukraine. Oui. Voilà, il fallait absolument... C'est un hasard. C'est un hasard, oui. C'est un hasard. C'est pas possible. Tout ça n'est pas combiné. Enfin, celui qui penserait serait un... complotiste. Voilà, il faut surtout pas être complotiste. Voilà, donc c'était un hasard. Quand il pleut, tu ne dis pas qu'il pleut. Voilà, on dit qu'il fait soleil. Sinon, tu es un complotiste. Oui, voilà. Attention. Donc c'était un heureux hasard. Voilà. Alors, on passe... Alors maintenant, on va aborder l'homme du mois. Alors, l'homme du mois. Attention, non, là, une pause. On va aborder l'homme du mois. Pablo Picasso. Picasso, qui est quand même... C'est très significatif de ce qui se passe aujourd'hui. Cet homme, ce peintre, ce génie, jusqu'à aujourd'hui, a été à l'abri de toutes les critiques. Il a été encensé, admiré, encadré. Ses œuvres valent des fortunes. Son génie est indiscutable. Mais voilà que le wokisme aidant, on s'en prend à Pablo. Et pourquoi on s'en prend à Pablo? Parce que, alors, révélation, en plus, ça se savait déjà, hein, j'avais déjà entendu parler de tout ça, et bon, personnellement, ça n'a rien à voir avec son œuvre, hein, ses affaires. Mais c'est le débat. Est-ce que la vie privée d'un homme peut avoir un impact sur son œuvre? On ne va plus rien lire, plus rien regarder. Mais non, moi je dis non. Céline, si on prend les vies de tous les Céline est critiquable dans son antisémitisme, bien évidemment, mais son œuvre est génière, elle reste géniale. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Il n'y a pas un auteur qui aurait droit au brevet de sainteté. Encore plus dans le domaine de la sexualité, ou alors on n'était pas... Mais je te ferai remarquer qu'on ne dit pas de mal du marquis de Sade. Non, c'est vrai, oui, il était plutôt à la mode, lui. Il est plutôt à la mode depuis quelques décennies. On ne dit pas de mal. Alors, Picasso, on lui reproche finalement d'avoir maltraité les femmes, c'est ça. Pourtant, c'est quand même un anti-franquiste, il était de gauche, il avait tout pour plaire de toute façon. Et donc, on l'a accusé, bien sûr, d'être coupable de violences faites aux femmes. Il avait martyrisé les femmes, notamment dans sa sexualité. Il a vu des comportements violents et sexistes. Alors, la grande question qui se pose évidemment, faut-il regarder désormais ses œuvres de la même façon? Enfin, est-ce que Guernica, c'était pas son rapport avec les femmes finalement? Et oui, c'est incroyable. Ouais. Alors il y a quand même, on découvre ça maintenant, mais en 2003, sa petite fille, Marina Picasso, sa fille, je sais plus, c'était sa fille ou sa petite fille? Non, c'était sa petite fille. Sa petite fille, Marina, c'est la petite fille. Elle avait créé un livre du reste qui s'appelle Grand-père. Grand-père, parce qu'il ne voulait pas, Pablo, qu'on l'appelât grand-père. Ça le vieillissait. D'accord. Ça le vieillissait. Voilà. Rester jeune. Du reste, il avait dit quand on est jeune, c'est pour la vie. Voilà. Bon. Mais moi, je ne sais pas quel est ton avis, je ne sais pas quel est votre avis, mais Picasso, il reste Picasso. Mais bien sûr. Quelle que soit la manière dont il a pu vivre. On ne peut pas mélanger l'œuvre. Alors, ce qui est un peu emmerdant quand même, c'est que, comme tous les gens de gauche, il a passé son temps à faire la morale. Oui. Quand même, hein. Quelque part, oui. Alors, il en faisait notamment à Dali, qu'il appelait à Vida Dollar. Voilà, il y avait une rivalité. Dali était de droite. Alors, voilà, il a passé son temps à faire la morale. Alors, moi, ce que je trouve vraiment pénible, ce sont ces gens de gauche qui font la morale alors que finalement, ils n'ont pas beaucoup de morale. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a jamais finalement... il n'y a jamais eu de débat de ce type par rapport à Sartre et Simone de Beauvoir, qui avaient une vie privée aussi. Quand même, c'est une notoriété publique. Simone rabattait les lycéennes de terminale, les étudiantes, vers le lit de Jean-Paul. Du cyclope, hein. Voilà, qui était en plus très laid, pas franchement... Ah non,
il était très laid, un peu, il paraît qu'il était sale. L'agité du bocal. Hein. Ouais. Voilà. Donc, mais ça viendra peut-être. Ah non, mais non, et non, on ne peut pas parce qu'elle a écrit le deuxième sexe. Non, là, c'est... Voilà, le troisième sexe, non le deuxième sexe, le deuxième voilà, sexe, oui, de par Simone, c'est l'idole des féministes. J'ai des excuses de confondre, parce qu'aujourd'hui, on sait où il commence, le sexe, oui, on sait le où il s'arrête. troisième, non, bientôt le quatrième, je sais pas. Oui. Non, mais c'est vrai que Simone, qui est évidemment l'idole des féministes, et puis Sartre, qui est l'idole de l'extrême gauche, donc on ne peut pas y toucher. Non, et pourtant, là, donc, si on s'intéressait à eux, il y aurait des choses à dire. De la même façon, mais déjà que Picasso soit ainsi écorné, bon... On va peut-être y arriver. C'est un commencement. On va peut-être y arriver. Voilà, donc... Allez, en route Simone. La roussoterie du mois. Alors, la roussoterie du mois. Alors, qu'est-ce que j'appelle la roussoterie ? D'une sorte, je dirais, d'ineptie scientifique ou d'ânerie pédante, tu vois, qui se teint quand même d'un peu de folie douce. Tu sais ce qu'elle a dit ? Elle a dit nommer un enfant. Ben oui, c'est ça. Voilà, dès la naissance. Ça, oui, donc c'est décider à sa place de son identité de genre. Nommer un enfant dès la naissance, c'est décider à sa place de son identité de genre. Alors, je ne sais pas. J'ai eu une idée quand même à ce sujet. Je me suis dit s'il ne faudrait pas obliger, donc, ils ne sont pas une idiotie près, le gouvernement, dans les lois, on pourrait peut-être faire une loi obligeant les parents à donner aux enfants des prénoms qui peuvent s'adapter à un garçon ou une fille, comme je pense à Dominique, à Claude, des noms comme ça. Nommer un enfant, attends, mais non. On pourrait. Non, mais enfin. Ça. Non, mais si on est dans la. Non, mais t'as une queue parce que tu es Médor. Tu as une queue parce que tu es Médor. On est dans la. Oh, t'entends ? Pardon ? Tu as une queue parce que tu es Médor. Oui, sûrement. Tu as une chatte parce que tu es un siamois. Oui, voilà. Non, mais ça devient fou, quoi. Ça devient dingue complètement. Ça devient dingue. Enfin, voilà. Alors, c'est la dernière roussoterie. Mais moi, je crois qu'elle s'est fait une spécialité. Oui. C'est une manière de... Les médias sont friands de tout ça. C'est une manière de se faire remarquer. Voilà, oui. Je sais pas, ça peut être du pur carriérisme, finalement. Oui, je crois que vraiment elle pense. Enfin, je sais pas, elle est peut-être réellement. C'est vrai que les médias sont friands de conneries. Hein, elle est peut-être agitée dans ton dos. Plus c'est con, plus ça marche. Oui, voilà. Plus c'est con, plus ça marche. Voir les émissions à la télévision, quand même, il y en a qui sont. Non, mais plus c'est drôle. Plus c'est con, plus du ça reste, marche. On aurait intérêt à. Bon, malgré ton agrègue de lettres classiques, on aurait intérêt à faire plus con. Hein. Oui. Non, mais peut-être qu'on gagnerait beaucoup plus d'abonnés. Oui. Hein, oui, certainement, de ce côté-là. Je sais pas, moi, quand on voit comment ça évolue. Hein, mais bon, oui, la révérende mère Rousseau, des phrases incongrues, elle pèlerine quand même, alors, du dans coup, les médias. Je l'ai mise en 5e position sur le palmarès alors qu'il y avait de la chanson. Donc, je l'ai mise en 5e position, pour toute son œuvre, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle en a dit tellement. Donc, en plus, cette réflexion sur les enfants qu'il ne faut pas nommer à la naissance. Donc, je l'ai mise en 5e position du palmarès. Alors, en 4e, j'ai mis deux ex-aequo, alors que je trouve vraiment aussi extraordinaire. C'est Fabius et Juppé. C'est au Conseil constitutionnel qui se targue d'être des démocrates. Combien de fois dans leur vie ils ont prononcé le mot démocratie? Oh là là, que de fois. Mais c'est une pyramide, le Conseil constitutionnel. Tu sais pourquoi c'est une pyramide? Non, mais ça, tu le sais mieux que moi. Parce qu'il y a des momies. Ah oui, d'accord. Tout à fait, oui. Il manque langue, tu me diras, il manque langue. Là, on aurait les momies et Néfertiti. Mais il manque langue, oui. Il aurait bien sa place. Il aurait bien sa place. Et alors, ces deux qui ont été des opposants politiques terribles, alors les débats, ils sont frontés. Fabius, Juppé à l'Assemblée, c'était terrible. C'était à l'époque de l'UMPS, Et alors, ils se retrouvent tous les deux comme deux momies, effectivement, au Conseil constitutionnel, et ensemble d'une ils sont très copains, tout va bien. Et alors, ils refusent les référendums, qui sont quand même, le référendum, c'est quand même le sommet de la démocratie, s'adresser, De Gaulle l'avait compris, s'adresser au peuple directement. Bon, on ne peut pas faire mieux en matière démocratique, ce que faisaient les Athéniens sur l'Agora. Bien sûr. Voilà, bon. Mais ce ne sont pas des démocrates. Voilà, eux, ils refusent. Alors, ça fait 2 fois qu'ils refusent. Ils sont incroyables. Oui, mais bon. Je l'ai
les trouve vraiment, je ne sais pas. Et je ne sais pas si les gens s'en aperçoivent, je ne sais pas. Enfin, il y a une crise terrible de la démocratie. Oui. Alors, est-ce que les gens s'en rendent compte? Je pense que oui, parce que il y a quand même des atteintes aux libertés quotidiennes. Oui. Et c'est ressenti. Et puis... Des gens qui n'osent pas le dire, qui ne veulent pas le reconnaître parce que ça les agace, je crois. Peut-être, oui. Et puis il y a le fait aussi qu'on est accablé d'impôts, quoi. Oui, Alors, passons maintenant... Donc, on remonte. Alors, en troisième place, j'ai mis des ex-aequo encore. Ah oui, alors Olivier Véran, alors, qui est dans son art de raconter n'importe quoi. Oui, mais on l'écoute plus, je crois. C'est Macron bis, quoi. Non, mais on l'écoute plus. On l'écoute plus. Je crois vraiment que... Darmanin, alors, quand il a critiqué l'Italie là, pour sa gestion des migrants, alors que lui... on se demande ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Alors c'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Et puis alors il y a aussi ce qui s'est passé récemment, c'est sa lutte contre l'ultra-droite. Voilà. Il veut à tout prix persuader les gens qu'il y a en France un danger. Oui, non, c'est pas le terrorisme, le danger. Ce n'est pas l'islamisme radical. Non, ça prendre un coup de poignard, c'est rien du tout. Un petit coup de poignard en passant, ça fait du bien. Non, c'est l'ultra-droite. Voilà, se prendre une voiture qui t'écrase. Les Black Blocs, c'est gentil, quoi. C'est de la confiture. Ils sont très, très gentils, oui. Et donc, alors, il va chercher des gens qui manifestent, qui vont déposer une gerbe sur la statue de Jeanne d'Arc. Oui, parce que Jeanne d'Arc, c'est pas la République. Voilà, non, Jeanne d'Arc. Bien sûr que non, alors que c'est une fête républicaine. Si la France existe, elle y est pour quelque chose. Oui, et puis c'est une fête républicaine. Oui. Quand même. Quand même. Ça me prend aux gens qui vont déposer. C'est la République qui a décidé de fêter Jeanne d'Arc. Voilà. C'est fou. Hein, et alors, ou alors il va chercher. Mais tu sais pourquoi il fait ça? J'imagine. C'est tout simple. C'est tout simple. Ça lui donne dans ses pantoufles une posture de combattant. Oui, voilà. Puis créer des leurs, il faut créer des leurs. Il crée des leurs et puis il occupe. Et il donne l'impression de faire quelque chose. De sauver les gens d'un danger. Qui n'existe pas. Pendant que la sécurité sévit, pendant que les coups de poignard tombent de tous les côtés, pendant que Marseille est devenu le lieu de tous les règlements de compte les plus effroyables. Pendant que les policiers se font massacrer, frapper, abîmer, tuer, pendant que les enseignants n'osent plus aller à l'école, pendant que les soignants se font poignarder, la peur au ventre travailler. C'était psychiatrique. C'était toujours psychiatrique. Une montée de la psychiatrie. Voilà. Darmanin, lui, il s'occupe pas de tout ça, mais il combat. Mais il critique sa collègue italienne, laquelle est nulle, évidemment. Oui, non, mais c'est pour ça que ça a une dimension européenne, tout ça, parce que les propos de Darmanin sur Meloni n'ont pas été très appréciés. Non, et elle a quand même réagi. Les Italiens n'étaient pas contents. Oui. Il y a quand même une réaction très. Cela étant dit, elle semble bien s'entendre maintenant, elle, avec un peu tout le monde. Oui. On la voit tenant la main de Biden. Il faut bien lui tenir la main à Biden. C'est vrai. Prendre un enfant par la main. Mais il va se représenter d'ailleurs. Oui, il va se représenter. Oui. Il paraît qu'il fera campagne peut-être d'un EHPAD. Peut-être, je ne sais pas si ça existe aux États-Unis, sûrement. Je ne sais pas, peut-être au début, mais à la fin, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que 4 ans de plus. Moi, je pense que l'élection aux États-Unis, elle va être déterminée par un concours de fauteuils roulants entre Biden et Trump. Chacun aura... Le premier qui arrive est élu président de la République. Mais ça, c'est un grand classique. Les gens qui s'affrontent d'élection en élection, et c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, incroyable, ça. Alors, avançons après. En deux, j'ai quand même mis Borne. Alors, Borne, elle m'épate. Parce que c'est vraiment l'archétype de la technocrate. Je ne sais pas si on dit du technocrate, la technocrate. Elle fait des discours complètement imperturbables, plein de mots vides. Et alors, une chose m'a frappé un jour récemment, donc elle est allée en visite, je ne sais pas où, et il y avait bien sûr une casserolade à l'extérieur.
Et alors, elle était interviewée. Elle avait derrière le malheureux Dussopt. Il faisait une tête. Il essayait de se demander où il était. Et alors, elle débitait un discours comme si rien ne se passait. Alors, elle était étonnée de qu'il y ait tout ce bruit. Enfin, c'était bizarre. Hein, on a l'impression que cette femme est complètement déconnectée. Elle a le charisme d'un tampon administratif. Oui, voilà. Alors, elle débitait un discours vide, alors d'un vide sidéral. Et alors, parallèlement, j'ai appris qu'un livre avait été publié sur elle, qu'elle a fait interdire. C'est incroyable. Hein. Elle a fait interdire un livre. Et il a été interdit, je crois pas, non? Il y a des passages. Elle l'a fait interdire ou supprimer, je ne sais plus. Je crois qu'elle a interdit ça à la parution. Je ne sais plus exactement, enfin une chose comme ça. Mais je me suis posé la question, mais qui va lire un livre sur Borne? Oui, c'est une bonne question. Oui. Ils vont peut-être en faire une pièce de théâtre. Oui, un metteur en scène peut faire du livre de Borne une pièce de théâtre, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Alors donc là, en tête, on arrive au premier du palmarès. On ne peut pas en mettre un autre que Papendiaï, c'est pas possible. Oui, lui il est pas mal. C'est le triomphe. Je crois que c'est le ministre le plus macronien qu'on puisse imaginer. Oui. Il dit tout et le contraire de tout. Il fait n'importe quoi. On se demande où il est, on se demande ce qu'il fait là. Alors, il a quand même fait des choses incroyables depuis qu'il est arrivé. Faire des professeurs en 3 jours, c'est quand même... Oui. Il est arrivé, il manquait je ne sais plus combien de milliers de professeurs là, en septembre. Il a tout réglé. Oui, il a réglé tout et là il formait des professeurs en 3 jours. Donc tout le monde était invité du reste, à devenir professeur. Il paraît qu'il y a quelques élèves qui forment bien les professeurs aussi. Oui, oui. Il aurait pu reprendre des élèves dans les classes. Oui, voilà, c'est ça, mais bien sûr. Bien sûr. Vous ne voulez pas changer un peu de côté? Tu te rends compte où on en est? Donc il règle les problèmes... avec n'importe quoi. Voilà. Et alors sa constante, avec tout ce qu'il y a à faire dans l'éducation nationale, c'est pas la peine de l'énumérer, hein, parce que c'est une véritable déliquescence. Alors son leitmotiv, c'est il faut combattre le Rassemblement national. Oui, quel rapport avec une réforme de l'éducation nationale? Je ne comprends pas. Voilà. Non, mais ça, là encore, comme tu crois, comme il est incapable de faire quoi que ce soit, il peut rien faire. Non, mais il se donne. Il donne un leurre de combat, un leurre d'action. Je combats le Rassemblement national. Tu ferais mieux de combattre les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les erreurs de calcul. Ou de faire donner un programme de récitation. Non, mais c'est incroyable, quoi. Bon, je sais pas, non, il faut qu'on l'éducation nationale est dans un état de délabrement absolu. Et alors, en plus, il est jaloux, parce que comme l'enseignement privé réussit mieux que le public, où sont ses enfants? Oui, où sont ses enfants en plus? Oui, mais il est à l'école alsacienne, je crois. Oui, c'est ça. Alors, il veut couler maintenant le privé et il les oblige à adopter la mixité qui a coulé Tu sais, il y a une interview de Chevènement dans Le Parisien. Chevènement est un type intelligent. Bon, il peut pas être très agressif avec Macron parce que ce dernier vient de le décorer de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Donc, qu'est-ce que tu te dises? Ça rend compréhensif. Mais il a une phrase terrible dans son interview. Il dit « Il faudra 50 ans pour redresser la France ». Ah oui, je crois que c'est une parole d'une sagesse, de vérité absolue. Ça fait 50 ans que ça dégringole, donc il faut 50 ans. Et là, malheureusement, on doit reconnaître que Macron et ses acolytes ont quand même... mis la touche finale à la décadence. C'est ce qu'on appelle dans les corridas l'estocade. Voilà, l'estocade. Voilà, quand le taureau ne veut pas mourir, on lui plante un coup de poignard dans la tête. Là, c'est pareil. C'est un peu ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc, on enchaîne sur le... Et oui, une dernière chose que j'ai oublié, c'est qu'un pays va supprimer des postes à la rentrée. Parce qu'il y a trop de professeurs maintenant, il dit. Alors, oui, bien sûr. L'an dernier, il n'y en avait pas avec assez. Des professeurs que tu formes en 3 jours, ça manque et pas. Et maintenant, il va supprimer des postes parce qu'il paraît qu'il va y avoir moins d'élèves à la rentrée. Mais tu vas voir qu'ils vont former les gardiens de la paix en 48 heures. Peut-être, oui. Le temps d'une garde à vue, peut-être. Voilà, peut-être. Allez, avançons. Alors, le sectaire, ou les sectaires. Alors, moi, le mois dernier, c'était Sophie Binet, de la nouvelle égérie de la CGT.
Et je l'ai conservée parce que elle a déclaré... Mais elle fait peur au gouvernement. Hein. Oui. Ils ne savent pas comment la prendre. Ils sont très embêtés avec elle parce que elle donne pas l'impression c'est pas Martinez. C'est pas Martinez. Elle est plus imprévisible, mais toujours aussi sectaire. Alors, elle a déclaré, à propos de la réforme des retraites, donc qui est passée en force, la CGT, elle a dit, interpelle l'ensemble des parlementaires, pour essayer de rejeter ça, à l'exception du Rassemblement national. Oui, c'est ça. Chaque fois, il y a droit. Ce pauvre Rassemblement national. Ah oui, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être invités dans le salon, mais bon. Non, on n'en veut pas d'eux. LFI, oui, alors qu'ils pactisent avec tout le monde, tous les dingos. Mais là, voilà. Et alors, mais il y a quand même quelqu'un qui lui a bien répondu. Donc c'est Grégoire de Fournas qui lui a dit « On va la rejeter comment cette réforme, madame ?» Il a dit sans le Front National, le Rassemblement, pardon. Et je ne vois pas comment ils feront. Hein. Il faut qu'ils auront pas assez de voix. Oui, mais ça montre qu'on est complètement dans des postures. Oui, voilà. C'est l'imposture de la posture, là. On est complètement dans des postures. Alors, et alors, ce qui est extraordinaire, tu vois, c'est qu'ils éprouvent encore le besoin, alors que ça ne paye plus. Tellement ils sont prisonniers des mécaniques, des mécaniques mentales, de l'automatisme mental. Ils éprouvent le besoin encore de dire oui, mais pas le Rassemblement national, alors qu'il est quasiment aux portes du pouvoir, quoi. Oui, tout à fait. Quand même, Marine Le Pen a fait quand même pas mal de voix dernière présidentielle. Et puis elle fait quand même. Attendez, moi j'en parle d'autant plus volontiers que je n'y ai plus de lien, mais elle est quand même irréprochable. Oui. On ne peut pas dire, c'est vrai, on se demande ce qu'elle a fait pour mériter. Non, elle a laissé le mauvais rôle à Zemmour, tu me diras. Et maintenant, d'ailleurs, on lui reproche même son emprunt russe. Son emprunt russe, oui. Alors qu'on interdisait au Rassemblement national de faire des emprunts. Oui, voilà. Ils ne pouvaient pas les faire en France. Quand ils vont en Russie, on leur reproche de faire en Russie. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, donc... mais enfin, il y a aussi Darmanin, on vient d'en parler. Darmanin, dans les sectaires, il est pas mal aussi. Oui. Est-ce que tu crois qu'ils sont vraiment sectaires ? Ou que ce sont des bouffons, des comédiens. On essaye de donner des termes. Des termes si demain le Rassemblement national arrivait au pouvoir, Darmanin serait volontiers Premier ministre. Absolument. Bon, je t'en fous. Et tu verrais le maire. Il y a un vieux terme populaire qui leur convient très bien, c'est guignol. Guignol, oui. C'est des guignols. Oui. Moi, je me rappelle, c'est un terme qui revenait sans cesse. Ouais, c'est vrai. Guignol ou rigolo, c'est ça. Enfin, voilà, je crois qu'on a fait. Je pense qu'il faudrait dire, au lieu de palmarès des politiques, il faudrait le palmarès des guignols. On peut changer le nom. Je crois qu'on a fait le tour, là, non, il me semble. Voilà. Il reste encore 2-3 petites choses. Voilà, allons-y, parce que le temps nous manque. Donc, alors, la ritournelle du mois, alors ça, c'est magnifique, c'est les vacanciers à la télévision, le retour des vacanciers. Alors, chaque fois qu'arrivent des vacances, à la télévision, tu as le reportage type. Alors, c'est le vacancier, alors, ils font un reportage sur un gars qui est sur un parapet sur la plage ou en train de manger une pizza bourrée de fromage, tout ça. Alors, je suis content, on est en vacances, on profite, on est bien, etc. Ou alors c'est la mère de famille sur la plage qui sort serviette en train de bronzer. On est bien, il fait beau, les enfants sont au club Mickey, tu vois. Et alors après, tu as l'hôtelier ou le restaurateur qui te dit qu'il est content parce qu'il a fait le plein. Alors ça, tu l'as tous les 3 mois, sur toutes les chaînes. Enfin, je trouve ça magnifique. Alors, le cinéma. Alors, le cinéma, toujours... Oui, alors ça, voilà. Là, on voulait en parler pour conclure. La comédie alors, quel est le nom de cette comédie ? Alors, ça s'appelle Pour l'honneur. Voilà, Pour l'honneur. Alors, c'est pour l'honneur, pour l'honneur. On est en plein dans le cucunet moralisateur, tu vois. Alors, c'est un groupe de migrants qui arrivent dans un village. Sont des Noirs, d'ailleurs, parce qu'après, on voit dans le film. Et alors, ils vont redresser l'équipe de rugby. Dans ce village, c'est l'équipe de rugby qui est en pleine déconfiture. Ils n'arrivent même pas à monter au niveau supérieur, où ils sont prêts à descendre, enfin, tu vois. Et alors arrive ce groupe donc, de migrants, et grâce à eux, alors ils vont jouer au rugby, on va leur apprendre à jouer au rugby, et ils vont relever le club, et le club va finir premier, enfin, tu vois, voilà.
Alors c'est encore un film de propagande. Voilà, propagande sur la diversité. Immigrationniste, quoi. Voilà, qu'il ne faut pas être raciste. Et c'est un film qui a été subventionné, je suppose, non? Oh oui, oui, les films en général sont... comment ça s'appelle? C'est le CNC, il y a des commissions. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy a régulièrement... oui, c'est vrai que lui, vraiment, 200 000, 300 000 euros. Comment il se démerde Voilà, mais il fait des films, il a quand même, en 6 mois, il fait 1000 spectateurs. Oui, quoi, oui, encore, oui. Pas, oui, mais là encore, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le film prétexte à subvention. Voilà. Comme tu as des journaux qui sont des prétextes à subvention. Tout à fait, oui, voilà. Du reste, il faudrait quand même un jour s'y intéresser. Oui. À ce mécanisme des subventions qui fait vivre des journaux, notamment dans les petites villes. Hein. Et tu as des petits journaux qui existent que par le léchage de pieds. Oui. Et par l'obtention de subventions. Voilà. Oui, d'ailleurs, à l'heure actuelle, ils n'ont rien du tout. Non, ça corrompt complètement la liberté de la presse. Ça, complètement. Et alors, quand même, je veux absolument citer la duperie du mois, parce que ça, c'est tellement drôle. C'est une humoriste qui s'appelle Blanche Gardin, je crois que tu connais peut-être, très politiquement correcte, enfin, dans son combat. Oui. Alors, elle a refusé de participer à une émission qui est organisée par Amazon, je crois que ça s'appelle LOL, ou je ne sais plus, et donc qui lui aurait rapporté soi-disant des millions. Alors le problème, c'est très bien, bravo, alors en plus elle a écrit une lettre au PDG, tout ça, mais le problème c'est qu'elle l'a claironné dans tous les médias. Alors si je me souviens bien dans l'Évangile, quand on fait une bonne action, si on la claironne partout... Mais surtout... donc en fait, elle cherche à se faire mousser. Mais voilà, non, mais attends, non, mais alors là encore, décodons. Oui. Décodons. Finalement, elle a fait un investissement en publicité. Tout à fait. C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est tout. Je te rappelle, le Tartuffe Nouveau, c'est exactement ça. Bon, elle a fait un investissement en pub. Oui, tout à fait. Allez, quand même, quelle époque. Hein. Bon, écoute, donc, on a fait le tour du mois. 30 secondes encore. Oui, je t'en prie, bien sûr. Un examen à l'université de droit de Lyon, en écriture inclusive. Les étudiants n'ont rien compris. Alors, par exemple, pour dire il ou elle, on dit écrit als. Comment on écrit quoi? Et pour dire il ou elle, les pronoms il ou elle, les pronoms personnels, c'était remplacé par als, par exemple. Alors, appeler, s'il y avait appelae, c'était presque mon nom. Appelae. Bientôt, je vais apparaître Pélaès. Pélaès, c'est ça, oui. Inclusive. Enfin, voilà. Alors, les étudiants n'ont rien compris, ça a fait tout un tollé. Et puis, je crois que tu me l'as dit, que ça a été... mais comment par le tribunal administratif, des doyens, des professeurs de faculté peuvent-ils s'abaisser à ce point de bêtises, et puis même de soumission. Oui, de soumission. De lâcheté. De lâcheté, parce que là, cette bêtise vient d'une lâcheté. Non, parce que là, il y a bêtise et lâcheté. Là, les deux vont ensemble. Écoute, on s'est bien amusé. Oui. Alors, tu connais la devise de l'émission, hein? Pardon? Tu connais la devise qu'on vient de trouver, hein? Déconnons et décodons. Oui, déconnons et décodons. Voilà. Effectivement. Alors, le mois prochain... Bon, alors attends, en juin. Oui. On ferme en juillet, hein, parce qu'on prend des vacances. Hein. Oui, on sera on va au Festival d'Avignon. Voilà, oui, il faudra qu'on en parle. On va en parler. Fin juin, puisqu'on se revoit fin juin, on pourra parler du Festival d'Avignon. Les amis, sera sur le point. Au revoir et Jean-Pierre, merci. Hein. Eh bien, merci à toi. Merci.